Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin pour cette présentation de l'Observatoire de l'action communautaire autonome qui va porter sur les impacts de la crise de la COVID-19 sur les regroupements. Donc, l'Observatoire de l'ACA, c'est un projet qui a été initié là, au tout début de la crise de la COVID-19 par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, le RQACA, et la Table nationale des corporations de développement communautaire, la TNCDC. C'était un vaste projet là, de recherche-action qui visait à documenter les impacts de la crise sur le mouvement de l'action communautaire autonome. C'est un projet par et pour l'ACA. Nos objectifs étaient de documenter les impacts de la crise sur les regroupements et les populations, valoriser l'apport du mouvement et les différents rôles joués, et enfin identifier là, les besoins des organismes et les mesures à mettre en place là, pour les soutenir. En termes de collecte de données, on avait trois grands volets. Un volet documentaire, donc toute la littérature là, qui avait été publiée par le mouvement ou par d'autres alliés autour de la crise. Un volet quantitatif avec deux sondages. Un sondage mené fin 2020 en partenariat avec l'IRIS, dont les résultats ont été publiés là, en mai 2021. Et on a fait un deuxième sondage à la fin de 2021 là, pour faire une mise à jour des enjeux. Ça a été publié là, en mai 2022. Vous avez l'image de la couverture de Point de rupture. Pour le volet qualitatif, excusez-moi, pour le volet qualitatif, c'était 15 groupes de discussion qui ont été menés entre novembre 2020 et février 2021. On a rencontré 97 personnes avec une bonne représentation là, régionale et sectorielle. Parmi les 15 groupes de discussion, il y en a eu 5 qui ont été faits avec des personnes impliquées dans des regroupements, 3 avec des regroupements de niveau national et 2 avec des regroupements du niveau régional et local. Donc, les données que je vous présente aujourd'hui, évidemment, là, c'est la réalité des gens qu'on a rencontrés dans ces 5 groupes de discussion, mais on a aussi également le point de vue des groupes de base sur le travail de leur regroupement là, qui a été récolté dans les autres groupes de discussion. En termes de publication, on a déjà donc 14 rapports de publiés. On a un premier rapport sur les différentes phases de la crise, de nature un peu qualitative, sur les expériences sur le terrain. On a 3 cahiers sur les impacts de la crise sur les populations, 5 sur les impacts sur les actions et la vie interne là, des organismes communautaires, 2 sur le financement, 2 sur les relations externes et finalement, comme je vous disais, là, le point de rupture publié en mai 2022. Et en octobre 2022, on est vraiment très contente de enfin publier notre cahier là, sur les impacts de la crise sur les regroupements. Ça faisait longtemps qu'on voulait publier ces données. On n'avait pas eu le temps et les ressources de faire les analyses à l'été 2021, mais on l'a fait cet été, donc à l'été 2022. C'était important pour nous là, de publier ces données, pour nos groupes porteurs, la TNCDC et le RQACA, dont les membres sont des regroupements. Donc, c'était important là, vraiment de comprendre ce qui s'était passé sur le terrain avec eux. Puis aussi vous dire que ce cahier là, qui vient d'être mis en ligne là, dans les 2 dernières semaines va aussi être en version en anglais là, à la mi-décembre, comme toutes nos publications ont été publiées là, de façon bilingue. Donc, si je rentre dans le cœur du sujet, les regroupements. Alors, ils sont souvent mal compris là, par les personnes à l'extérieur du mouvement et parfois même à l'intérieur. Donc, les regroupements, c'est vraiment des organismes communautaires qui sont mis sur pied par leurs membres comme des groupes de base. Mais leurs membres, ce sont d'autres organismes. Donc, ce ne sont pas des personnes, ce sont vraiment des organismes qui sont membres des regroupements. Ils ont une mission reconnue par la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Donc, ils ont vraiment un rôle en analyse, concertation, action collective, représentation. Ce sont des interlocuteurs reconnus de plusieurs institutions gouvernementales, ministères. Ils ont une expertise dans la représentation au niveau des intérêts de leurs membres, mais aussi au niveau des enjeux sociaux en général, donc un rôle important en défense des droits pour les populations. Et il y a une très grande diversité de regroupements, que ce soit par la taille, donc le nombre de membres, le territoire qu'ils couvrent ou le type d'activité ou de thématique là, sur lequel ils se penchent.
Dans les données là, du sondage de l'IRIS fait à la fin de 2020, vous voyez juste la diversité territoriale. Donc, il y a 44% là, des regroupements qui agissent au niveau régional, 35% au niveau national et 21% là, ce qu'on appelle le niveau local, mais qui peut être quand même couvrir plusieurs MRC, évidemment. Là. Donc, c'est une grande diversité de réalités. Et évidemment, la crise de la COVID-19 a complètement bouleversé la réalité des regroupements, comme pour les groupes de base, avec donc des points semblables, mais aussi des différences. Donc, premièrement, ça a eu une grande influence sur leur organisation interne. Donc, comme pour les groupes de base, ça a été un choc, l'arrivée de la COVID-19, de la crise pour les équipes de regroupement. Elles ont été immédiatement submergées de beaucoup de sollicitations urgentes de la part de leurs membres face à ce qui se passait, qui était vraiment totalement nouveau. Et les équipes des regroupements ont été confrontées à la même réalité que les groupes de base là, que vous retrouvez dans notre cahier là, qui s'appelle les phases de la crise. Comprendre ce qui se passe, réorganiser les modalités de travail à l'interne et rester en contact avec leurs membres. Malgré le fait que les regroupements se sont retrouvés en confinement strict là, au tout début de la crise, c'est quand même 64% des groupes qui ont dû maintenir ou augmenter leurs activités pendant le premier confinement, alors que la majorité de leurs actions prévues ont dû être annulées. Il y a beaucoup des actions qui étaient prévues qui n'étaient plus possibles en contexte de confinement. Donc, on voit comment la crise a très rapidement pris le dessus sur les plans d'action des regroupements. Et ils ont dû faire un passage là au virtuel ou à distance de leurs activités. Ça a quand même été moins difficile pour les regroupements, cette transition vers le virtuel, parce que en moyenne, là, pour les regroupements, c'est 81% de leurs activités qu'ils considéraient pouvoir se transférer à distance, alors que ce pourcentage-là baisse à 56% pour les groupes de base. Donc, on voit quand même que les regroupements étaient mieux placés peut-être que les groupes de base pour réussir à faire cette transition. Et ils sont vraiment rapidement donc passés en mode gestion de crise avec quelqu'un nous a expliqué que ce que ça représentait pour elle, c'était informer, outiller et rassurer les membres. Et un point qu'il faut vraiment souligner pour les regroupements, ce sont à quel point ce sont des petites équipes de travail. Donc, c'est vraiment un point distinctif là, des regroupements par rapport aux autres organismes. En moyenne, on retrouve 4,7 personnes là, dans les équipes de travail des regroupements. Ils connaissent des taux de roulement très importants. On a la donnée de l'enquête repère avant la crise qui était déjà à 37%, ce qui est plus élevé que les groupes de base qui sont à 30%. Et puis, dans les données aussi qu'on avait, c'est 84% là, des regroupements qui ont des besoins de financement pour une embauche supplémentaire. Donc, on voit vraiment qu'il y a besoin là, de plus de personnes dans les équipes. Et la crise a vraiment mis une forte pression sur les équipes de regroupement au niveau de la conciliation avec la vie familiale et personnelle. On a eu vraiment beaucoup de données là-dessus, à quel point toutes les modes de communication, le passage au virtuel est vraiment venu déstabiliser la vie de beaucoup des travailleuses dans les regroupements. C'est 63% là, des regroupements qui disaient que la conciliation travail-famille, vie personnelle était beaucoup plus difficile pendant la crise, avec beaucoup de contacts informels, beaucoup de contacts fréquents et à des horaires inhabituels. Et finalement, les équipes de travail des regroupements ont aussi une forte intensification là, de leur travail et aussi beaucoup de pression. Donc, pression à l'interne de la part de leurs membres avec beaucoup de besoins en lien avec la crise et pression à l'externe venant des partenaires, donc qui auront augmenté la charge de travail, mais aussi la charge émotionnelle apportée par les équipes des regroupements. Je cite. J'ai l'impression qu'on est en sprint final depuis le mois de mars et ça n'arrête jamais. Dans les groupes, parce qu'ils ont beaucoup de besoins et parce que nos partenaires se sont réveillés à un moment donné et ils voulaient tous nous rencontrer sur Zoom à longueur de journée.
Ensuite, je vais vous parler de financement. Donc, les regroupements ont joué un rôle très important là, pour défendre les intérêts des organismes communautaires pendant la crise au niveau de leur financement. Ils ont vraiment tout de suite là, travaillé pour la confirmation des financements missions. Ils ont beaucoup travaillé pour influencer la nature des soutiens financiers d'urgence pour le mouvement. Mais de façon générale, les soutiens financiers d'urgence, vous pouvez aller le lire là, dans notre cahier qui porte sur ça, n'ont pas été à la hauteur et ont eu de grands enjeux, notamment des enjeux au niveau d'accessibilité. Et les regroupements font partie des groupes d'organismes qui ont vraiment été oubliés des fonds, des soutiens d'urgence. Malgré qu'il y avait des besoins, c'est 80% des regroupements qui ont noté une augmentation des dépenses en lien avec la crise, 43% qui ont connu des pertes de revenus. Et à la fin 2021, c'est 77% là, des regroupements qui nous ont signalé avoir des besoins de financement supplémentaires, en moyenne 151 000 $. Et comme je vous disais, là, principalement lié à l'embauche de personnel, ces besoins en financement supplémentaire. Donc, très peu d'accès aux fonds d'urgence pour les regroupements, ce qui, pour beaucoup, a été ressenti comme un manque de reconnaissance de leur travail. Au final, là, fin 2021, donc 2 ans là, après le début de la crise, il y avait 42% des regroupements qui n'avaient reçu aucune aide financière en lien avec la crise, alors que ce pourcentage est à 27% pour les groupes de base. Donc, c'est déjà énorme, là, 27% des groupes, mais c'est beaucoup moins que 42%. Au niveau de la vie associative, là, c'est vraiment une grande différence avec les groupes de base. Mais la vie associative, c'est vraiment une part importante de la vie des regroupements. C'est vraiment en plein dans leur rôle d'espace de collectivisation des enjeux et de défense des intérêts collectifs. Donc, c'est vraiment une part importante de leur travail. Et pour plusieurs, la crise a été plutôt perçue comme une redynamisation, un renouveau de leur vie associative, là, contrairement aux groupes de base pour qui ça a été très difficile, la crise. Donc, malgré le virage virtuel, pour les regroupements, ils ont réussi à maintenir la participation des membres aux instances et aux comités internes. Il y a même eu une participation plus accessible en lien avec le virtuel, mais ça a vraiment aussi, ça s'est traduit par une intensification et une diversification là, des interactions entre avec leurs membres. Et les regroupements ont vraiment essayé de diversifier les modalités d'interaction avec leurs membres et essayer d'offrir différents types de stratégies qui permettaient d'avoir des différents degrés d'engagement. Parce qu'il y avait certains membres qui avaient très peu de temps à consacrer là, aux activités des regroupements, d'autres beaucoup plus. Et les besoins étaient très différents. Donc, il y a vraiment eu cette offre très diversifiée là, de modalités d'engagement. Puis, je tiens aussi à souligner au niveau de la vie associative des points positifs qu'on nous a dit. Pour les regroupements locaux et régionaux, ils nous ont vraiment dit avoir pu compter sur les regroupements nationaux. Souvent, là, les regroupements nationaux regroupent des regroupements de nature locale ou régionale. Donc, ils ont vraiment senti cette solidarité-là avec leurs regroupements nationaux, à la fois pour leur permettre de ventiler sur ce qu'ils vivaient sur le terrain, mais aussi là, pour vraiment s'impliquer dans les actions de leur regroupement national. Je cite. Ça a quand même été une opportunité parce que les groupes n'ont plus 2 heures de route à faire pour une rencontre chez nous. La première rencontre que j'ai faite, je suis allée chercher 84 personnes sur mon Zoom. Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas vu ça au sein de l'organisation. Donc, ça témoigne vraiment là, du dynamisme de la vie associative dans les regroupements. Mais ça n'a pas été facile pour tout le monde, évidemment. Il y a toujours de la diversité. Donc, il y a eu plusieurs défis en lien avec ce virage virtuel là, de la vie associative. Le virtuel a vraiment été souligné, là, ça permettait très peu de profondeur. C'était beaucoup plus lourd les interactions. Donc, les gens ont souligné à quel point toute la perte de l'informel amenait une perte de sens de leur travail. Donc ça, c'était vraiment les défis en lien avec le virtuel, mais même en lien avec la crise, la complexité de ce qui se vivait sur le terrain et les différences de réalité entre les différentes régions ou secteurs aussi a complexifié l'analyse collective des besoins et la capacité des regroupements là, à dégager des stratégies communes avec leurs membres. Donc ça a été des défis qu'on nous a soulevés. Et puis,
Bizarrement, il y a aussi pas mal de regroupements qui ont vécu des enjeux de la fracture numérique chez leurs membres. Donc, on disait que les groupes de base, pour eux, ça a été très difficile parce que les personnes sont touchées par la fracture numérique, mais certains groupes aussi de base l'ont été. C'est quand même 21% des regroupements là, qui nous ont dit dans les sondages que la technologie pour le passage numérique n'était pas disponible chez leurs membres. Donc, il y a quand même eu des défis là aussi à ce niveau-là pour les regroupements. Finalement, là, au niveau de la vie associative, je voudrais aussi souligner l'implication des conseils d'administration. Donc, ça a vraiment été un soutien qui a été très apprécié par les équipes des regroupements, comment les CA ont été très présents pour les soutenir. Les CA ont été vraiment vus comme une opportunité de maintenir des liens directs avec les groupes, avec les membres, sur ce qui se passait sur le terrain, être vraiment à l'affût des besoins des groupes. Par contre, il y avait des enjeux de disponibilité parce que souvent, les personnes sur les CA des regroupements, c'est des directions ou des travailleuses là, de groupes de base qui étaient vraiment très monopolisées par la crise. Donc, ça, c'était difficile. Et les CA ont été face à beaucoup de sujets complexes, sensibles et toujours dans l'urgence. Donc, à l'interne, il y avait beaucoup de décisions à prendre là, sur la gestion du risque sanitaire, sur les conditions de travail, donc des questions potentiellement là, quand même sensibles avec les équipes. Et à l'externe, avoir vraiment beaucoup de décisions à prendre, tout ce qui est les enjeux autour des populations, à la fois des organismes, il fallait toujours répondre aussi rapidement. Donc, ça a été apprécié le soutien des CA, mais ça n'a pas toujours été facile. Je cite. En tant qu'organisme, je n'avais personne. Mon CA, c'était des directeurs d'organismes qui étaient en train de crouler et de se noyer. Donc, on voit les enjeux difficiles là, pour certains membres de regroupement. La deuxième partie de la présentation, c'est vraiment pour souligner l'ampleur et la diversité des rôles joués par les regroupements tout au long de la crise. On a d'ailleurs publié une infographie que vous pouvez retrouver sur notre site web. C'est comme un résumé de tout ce que je vais vous présenter là dans cette section autour des rôles joués. Ça tient sur une feuille, donc on vous invite à la télécharger et à l'utiliser. Donc, on a représenté les rôles joués par les regroupements dans 4 grandes catégories: informer, représenter, soutenir et outiller, mobiliser. Donc, je vous invite à nous dire pendant les échanges après la présentation si c'est une représentation qui fait du sens pour vous. Donc, le premier rôle, informer, ça part par le recueil, l'organisation, la simplification et la diffusion des informations. Ensuite, que ce soit dans le cadre de rencontres, sur des sites web, des réseaux sociaux, dans des courriels ou des infolettres. Donc ça, c'est un premier grand rôle. Dans la représentation, ça part de la documentation des enjeux. Ensuite, qu'on traduit en stratégie d'influence administrative, au niveau politique, au niveau médiatique. Les regroupements font des actions de sensibilisation, de promotion de la défense des droits. Pour le troisième rôle, soutenir et outiller, ça passe par du soutien direct aux organismes, ça passe aussi par des activités d'entraide, de partage, des formations, des boîtes à outils et aussi parfois par du soutien direct aux populations. Finalement, dans le rôle de mobilisation, c'est vraiment le cœur de l'action des groupes, l'analyse collective des enjeux, des actions d'éducation populaire autonome, des actions collectives, publiques, l'organisation de la concertation des organismes, mais aussi la concertation avec les autres acteurs. Donc, ce n'est pas tous les regroupements qui touchent à tous ces rôles avec la même intensité. Par contre, c'est l'ensemble des regroupements là, qui doivent couvrir ce large éventail de rôles qui demandent là, des compétences et des connaissances très distinctes parfois. Je cite. Les questions allaient dans tous les sens. Mesures gouvernementales, politique de télétravail, quoi faire si un cas de Covid survient, subventions provinciales, fédérales. Ça a mis beaucoup de pression sur notre équipe d'avoir des réponses à plein de questions. C'est comme si ça allait de soi que c'était notre rôle. Ça a été très demandant. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer la pression là, en lien avec le rôle d'information que les regroupements devaient jouer. Donc, ce rôle, qui est un rôle tout à fait habituel à des regroupements, a vraiment pris une ampleur inégalée pendant la crise.
la crise sanitaire s'est traduite par énormément d'informations qui venaient de sources très différentes, des informations qui étaient changeantes, confuses, parfois carrément contradictoires. Donc, les groupes ont vraiment joué un rôle important là pour traduire, démêler l'ensemble de ces informations. Ils ont eu, comme je vous disais à l'instant, différents modes de communication. Donc, il y a vraiment eu un élargissement des modes de communication à mettre en œuvre et aussi, on nous a témoigné un élargissement des publics rejoints. Donc, d'un coup, les communications des regroupements touchaient pas juste leurs membres, c'était ouvert à plus de monde, carrément même parfois au grand public, là, aux populations carrément. Les regroupements ont vraiment misé sur la débrouillardise et l'entraide pour trouver l'information. Parce que c'était vraiment ça le nerf de la guerre, il fallait trouver la bonne information. Donc, quelle que soit la source, les regroupements se sont débrouillés pour trouver une solution, que ce soit d'aller au niveau local, régional, national, que ce soit les interlocuteurs administratifs ou politiques, il fallait trouver l'information et ensuite se la partager là, entre regroupements pour être sûr de bien informer les membres. Et au final aussi, les regroupements ont dû quand même miser aussi sur un resserrement de leur mode de communication parce que les groupes de base se retrouvaient vraiment submergés d'une tonne d'informations qui venaient de différentes sources. Fait qu'à un moment, les regroupements ont vraiment resserré leur communication, misé sur la complémentarité. Donc, parfois sur une base territoriale, là, en ayant une seule infolette, par exemple, qui partait pour des groupes d'un territoire en mettant toute l'information au même endroit au lieu de multiplier là, entre regroupements ou sur une base sectorielle où certains regroupements nous ont dit ben, nous, on laissait ce type d'information-là à notre croc et puis nous, on se concentrait sur des enjeux là plus sectoriels. Donc ça a été une stratégie qui a été utilisée aussi par les regroupements. Je cite. La crise sanitaire nous a forcés à utiliser des façons alternatives pour communiquer avec nos membres. Zoom, groupe Facebook, infolettes plus fréquentes, section spéciale COVID sur notre site web, etc. D'habitude, on a 3 rencontres nationales par année. Là, c'était parfois presque toutes les semaines. C'était sur toutes sortes de sujets, de l'intervention à la reddition de comptes. On n'a jamais été autant en contact étroit avec nos membres. Donc, une intensification des modes de communication, mais aussi une grande variété de thématiques à couvrir par les regroupements. Donc là, on a essayé de faire une liste qui n'est sûrement pas exhaustive, mais les regroupements devaient devenir des experts de la situation des populations sur le terrain. Donc, tout ce qui était les mesures sanitaires, les politiques publiques, ce qui se passait là pour les gens dans leur vie réelle, mais également tout ce qui se passait au niveau de la situation des organismes. Donc, encore une fois, les mesures sanitaires pour les organismes, la gestion du risque, l'adaptation des activités, le financement, l'autonomie, la reconnaissance, la réorganisation du travail, les défis individuels. Donc, les regroupements devaient couvrir toutes ces thématiques pour informer leurs membres, mais ils devaient aussi le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire faire remonter leurs préoccupations sur l'ensemble de ces enjeux vers les instances administratives et politiques. Donc, c'est vraiment le deuxième rôle, le rôle de représentation aussi qu'on peut voir ici. Donc, comment les regroupements ont joué un rôle important pour documenter ce qui se passait au niveau des populations, les besoins, puis aussi l'augmentation de la désinégalité. On a eu beaucoup de littérature là-dessus, puis on en a même fait 3 cahiers, là, tellement il y avait de l'information. Ils ont aussi donc joué des rôles importants pour faire remonter les besoins de financement. Ils ont aussi été... ils ont joué un rôle important aussi pour vraiment aussi mettre de l'avant, dénoncer les tentatives de sous-traitance et d'instrumentalisation que vivaient les groupes communautaires sur le terrain pendant la crise. Donc, on voit la diversité des thématiques. Et il y a également une diversité des interlocuteurs. Donc, les regroupements doivent évidemment être en lien avec leurs membres, les organismes membres, mais aussi les organismes non membres qui gravitent là autour de leurs membres, les autres groupements, que ce soit du même secteur, d'autres secteurs, d'un même territoire ou un regroupement dont on est membre, par exemple, au niveau national. Évidemment, il y a des interactions avec les réseaux publics, que ce soit en santé, en éducation, les institutions publiques, les municipalités, les ministères. Et dans les institutions publiques, il y a le niveau administratif, puis il y a le niveau politique. Ensuite, il faut aussi être en lien avec les élus, les partis politiques, les fondations publiques, privées, les autres acteurs sociaux, les OSBL, les syndicats, les médias et le milieu académique et de la recherche. Donc, vous voyez toute la diversité des acteurs et des actrices avec lesquels ils doivent travailler.
Et une particularité de la crise de la COVID-19, c'est vraiment la déstabilisation des réseaux publics. Ça a été vraiment difficile pour les regroupements de maintenir leurs liens de travail avec le réseau public, ça, en particulier en santé et en éducation. Ils ont vraiment vu à quel point le personnel dans les réseaux était épuisé, changeait constamment, il y a de forts taux de roulement avec évidemment là, des pratiques de délestage qui avaient lieu dans le réseau de la santé. Ça a vraiment complexifié énormément les communications entre les regroupements et leurs interlocuteurs externes, mais aussi à l'interne des réseaux publics. Donc, je cite. C'est moi qui informais la responsable du PSOC ici de ce qui se passait au niveau national, parce que dans la machine interne, ça ne se passait pas. Et tout ce que je vous disais sur l'ampleur des thématiques, l'ampleur des interlocuteurs, ça a eu un poids important sur les équipes des regroupements. Je cite. C'est comme si on était rendu l'interface entre la détresse de la population et le réseau de la santé. Et ça a été un choc assez majeur, assez intense. N'ayant plus de porte d'entrée vers le réseau de la santé, la population se tournait vers les groupes. Et les groupes se tournaient vers les regroupements et les instances de représentation communautaire pour essayer de faire remonter les problèmes sociaux. Les groupes nous rapportaient cette détresse-là et nous demandaient de faire quelque chose pour sauver la vie des personnes. Donc, on voit comment le rôle de représentation et d'influence avait un poids de charge mentale vraiment important sur les équipes des regroupements. Puis là, je vais être caricaturale, mais on a comme deux réalités qui témoignent de la diversité là, des réalités sur le terrain. Donc, d'abord, on a eu des regroupements qui ont vécu de la sursollicitation de la part là, de leurs interlocuteurs externes. Donc, vraiment, des demandes et des informations à toute heure sur toutes sortes de domaines en leur demandant de faire des actions qui n'étaient pas du tout dans leur capacité. Comme je vous disais au tout début de la présentation, les équipes des regroupements souvent sont très petites, souvent avec des petits financements. Donc vraiment, toute cette sursollicitation des regroupements de la part de leurs partenaires externes, ça a été vécu comme un manque de compréhension de leur réalité sur le terrain. Et à l'opposé, à l'autre côté du spectre, il y a des regroupements qui ont connu une absence de communication avec leurs représentants gouvernementaux. Donc, vraiment, ces regroupements-là ont senti que leur rôle de critique face à l'action gouvernementale était vraiment pas compris et pas accepté par leurs interlocuteurs, alors que c'est un rôle qui est reconnu dans la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome. Donc, ils ont vraiment ressenti ces absences de communication comme un manque de reconnaissance et de connaissance, même à la limite de leur rôle. Et parfois, ça s'est traduit même par de la rétention d'informations de la part de leurs partenaires. Et ces deux réalités très variables, les regroupements les ont aussi ressentis au niveau politique. Donc, d'un côté, il y a certains regroupements qui nous ont témoigné que les élus devenaient plus accessibles pendant la crise, bizarrement. Avec le passage au virtuel, ça devenait plus facile de parler à ces élus ou à ces ministres et que vraiment, même à tel point que certains regroupements ont décidé de passer carrément par les cabinets ministériels plutôt que les équipes de fonctionnaires habituelles parce que c'était plus facile à la fois d'avoir de l'information et de faire valoir les besoins des groupes en passant directement par le politique. À l'opposé, certains ont trouvé ça très difficile, les relations avec les élus, avec des cabinets. Certains cabinets ministériels ont connu des taux de roulement très importants. Donc, à chaque fois qu'un attaché politique entre, sort, il faut complètement renouer là, les relations. Donc, à l'inverse, là, c'était vraiment plutôt des défis de travailler avec les élus. Et parfois, le discours était beaucoup plus de l'ordre de la reconnaissance là, de ce que faisaient les groupes sur le terrain, mais ça se traduisait par très peu de retombées pour leurs membres. Donc là, les regroupements étaient plutôt déçus là, de leurs actions de représentation auprès des élus. Les regroupements jouent aussi un rôle important là, en niveau de l'action concertée. Donc, pour certains, tous les partenariats, ils ont vécu la crise de la COVID comme une opportunité de consolidation, voire de développement de nouveaux liens de partenariat, notamment grâce au virtuel, là où ça devenait vraiment très facile d'un coup de participer à toutes sortes
d'activités avec des nouvelles personnes, mais aussi parfois pour les regroupements, ben, ça s'est plutôt traduit par des pressions externes puis des menaces à leur autonomie. C'est tout de même 51% des regroupements qui ont dit avoir eu de la pression de la part d'interlocuteurs externes pour modifier leurs actions pendant la crise. Donc, 1 sur 2, c'est quand même important. Puis, comme je vous disais, là, les regroupements jouent un rôle important dans l'action concertée. Souvent, ce sont eux qui vont siéger sur des structures de concertation pour représenter les besoins des populations et des groupes communautaires sur des territoires ou dans des secteurs, parce qu'ils ont justement pu récolter les réalités dans leur vie associative pour ensuite aller les porter en représentation. Mais pendant la crise de la COVID-19, la plupart des structures de concertation ont plutôt été mises sur pause et c'est vraiment les cellules de crise qui ont pris une place plus importante, là, surtout dans les premières années de la crise. Et ben les regroupements ont été présents là, sur les cellules de crise, là, que ce soit pour leur mise sur pied, leur animation ou juste pour représenter là, le mouvement de l'ACA, que ce soit les CDC, les tables de quartier, les troc-roc, les regroupements là, régionaux, ils se sont impliqués. Les expériences ont été très variables des regroupements au sein des cellules de crise. Ça s'est parfois très bien passé et ça a été parfois très difficile. Je vous invite à lire là, notre cahier sur les cellules de crise. Il y a vraiment 3 préoccupations là, principales qui ressortent. L'utilisation des rapports de force par certains acteurs pour vraiment pousser les organismes communautaires à tenter de pallier les services publics déficients. Ensuite, les gens notaient vraiment une survalorisation là, des services au détriment des actions de transformation sociale que les groupes voudraient que les concertations portent. Et puis finalement, ben, on a vu une montée là, de pouvoir d'influence de certains acteurs dans les concertations au détriment là, des structures de représentation légitime du mouvement, que sont les regroupements là, qui sont créés et qui sont tenus par leurs membres. Donc, les cellules de crise, donc, comme je vous disais, le bilan est un peu mitigé et c'est sûr que ça ne remplace pas les partenariats que le mouvement souhaite, c'est-à-dire des partenariats durables, égalitaires, respectueux de l'autonomie des groupes et adaptés là, aux besoins des communautés. Donc, je cite. On a dû user de beaucoup de créativité, de persévérance, de stratégie pour maintenir et mobiliser des partenaires dans les projets. Quand on n'est pas dans la réponse aux besoins plus de base, c'est vraiment plus difficile. La rentrée scolaire a permis une petite bouffée d'air, mais on observe un ralentissement à nouveau. Donc, on voit tous les défis là, que les groupes ont dû, les regroupements ont dû vivre en lien avec l'action concertée. J'arrive au troisième rôle, soutenir et outiller. C'est sûr qu'il y avait énormément de besoins chez les membres des regroupements. Les regroupements ont vraiment senti beaucoup de détresse dans les groupes de base pendant cette crise. Donc, ils ont développé différents types d'approches là, pour soutenir leurs membres. Il y a beaucoup de regroupements qui ont fait du soutien direct aux organismes. Donc, parfois, là, vraiment, rentrer dans les groupes, puis aider là, carrément ce qui se passait, les activités sur le terrain. Ils ont également misé sur toutes les activités de partage et d'entraide entre les groupes, donc organiser tout cela pour que les groupes puissent s'entraider. Et on nous a beaucoup parlé là, de stratégie aussi de reprise de pouvoir, d'empowerment, comment les regroupements ont tenté d'accompagner les équipes des groupes de base pour vraiment les aider à passer à travers la crise, puis éviter qu'ils se retrouvent en situation d'épuisement. Comme je vous disais, en termes de soutien et d'outils, ben, les thématiques étaient vraiment dans tous les sens. Là. Les regroupements ont joué un rôle important tant au niveau du financement des conditions de travail, des pratiques de la vie associative et j'en passe. Donc, ils ont vraiment essayé de toucher à toutes les thématiques pour soutenir les groupes. Une chose intéressante qui a été soulignée par les groupes de base, c'est comment les regroupements leur ont beaucoup aidé à maintenir des actions cohérentes avec les valeurs du mouvement, parce que la crise s'est arrivée très rapidement, a complètement déstabilisé les modes de fonctionnement. Donc, ne pas oublier et se rappeler de s'attacher à nos valeurs, notamment là, dans les conditions de travail qu'on offre à nos travailleuses, ça a été quelque chose qui a été très apprécié de la part des regroupements.
Euh, aussi au niveau des outils, là, ça a été vraiment dans toutes sortes de directions. Les regroupements ont fait des boîtes à outils, ont développé des formations, ont bâti des communautés de pratique. Et puis finalement, comme je vous disais, ben, il y a plusieurs regroupements qui se sont retrouvés à faire du soutien direct aux populations, même certains dont ce n'est pas dans leur pratique habituelle. Donc ça aussi, c'est une nouveauté en lien avec la crise. Puis, comme je vous disais, là, une des choses vraiment importantes que les regroupements ont offert aux groupes de base, c'est vraiment de leur offrir des espaces informels pour ventiler. Et ça a été offert non seulement aux directions, aux coordinations, donc au niveau de la gestion, mais aussi au niveau de l'intervention là, pour les intervenantes sur le terrain. Je cite. Lors de toutes les communications avec nos membres, que ce soit des réunions officielles ou non, on se gardait toujours une période d'échange. Ce qui restait des réunions était souvent « merci, ça fait du bien de ventiler ». On créait presque des rencontres pour créer ces moments-là. Il fallait trouver un sujet, mais les gens appréciaient vraiment beaucoup. Finalement, j'arrive au dernier rôle, mobiliser. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un rôle essentiel là, habituel des regroupements auprès de leurs membres et auprès de l'ensemble du mouvement. Et ça a été très, très déstabilisé par la crise. Il y a eu vraiment de nombreux obstacles à la mobilisation lors de la crise de la COVID-19. Ben, déjà, une faible disponibilité des groupes de base qui étaient monopolisés là, par la crise, surtout la première année. Donc, on l'a documenté, là, comment les activités de mobilisation ont souvent été mises de côté là, par les groupes de base dans les premiers mois. Il y a également le virage virtuel qui a été un obstacle à ces actions-là parce que c'est vraiment, que ce soit l'action collective, que ce soit les actions d'éducation populaire, c'est vraiment des actions qui se transfèrent très mal à distance ou en virtuel. C'est des activités qui demandent beaucoup de temps d'échange. Donc, ça, c'était vraiment difficile. Finalement, les mesures sanitaires elles-mêmes étaient un obstacle à la mobilisation. Ben, parce qu'il fallait essayer de trouver des actions de mobilisation qui étaient facilement annulables ou facilement transférables si jamais là, les mesures sanitaires d'un coup devenaient resserrées. Parce que souvent, les actions collectives là, ou d'éducation populaire demandent des mois et des mois de préparation. Donc, ce n'est pas des actions qui sont faciles à transférer en fonction de la nature des mesures sanitaires en place. Donc, ça, c'était un enjeu. Il y avait aussi des perceptions différentes du risque au sein des groupes. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire ça? Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on peut aller dans la rue en ce moment? Donc ça, c'était aussi difficile. Puis, avec la montée là, du mouvement anti-mesures sanitaires dans la population, ça devenait aussi difficile de distancier son rôle de critique de l'action gouvernementale, qui est un rôle reconnu puis important, et de ne pas le faire amalgamer à des actions anti-mesures sanitaires. Donc ça aussi, ce n'était pas toujours facile. Donc, les groupes ont vraiment, les équipes des regroupements ont vraiment senti une pression de la créativité pour réussir à maintenir leur rôle de mobilisation pendant la crise. Je cite. Après avoir géré leurs priorités, nous avons vu revenir l'intérêt des organismes pour le collectif. Surtout que les enjeux sociaux inquiétaient de plus en plus. Nous avons donc trouvé des stratégies de mobilisation à distance. Contacts personnalisés par téléphone, rencontres en ligne avec animation, diverses méthodes consultatives, des outils de travail collectif, des Google Docs, etc. Donc, les groupes ont été créatifs, mais je vous dirais, les gens qu'on a rencontrés, là, donc c'est à l'hiver 2021, ont vraiment noté peu de retombées là, de ces nouvelles stratégies à distance ou virtuelles. Les gens étaient un peu déçus de ça. Et c'est sûr que nous, les gens qu'on a rencontrés aussi à l'hiver 2021, étaient vraiment fatigués là, et essoufflés par la crise. Ce que je pourrais dire, c'est que avec l'année 2021 et 2022, on a vraiment vu plutôt un retour aux sources des actions, des regroupements en termes de mobilisation.
de se retrouver ensemble et en présence. C'est vraiment le présentiel et l'action collective ensemble qui permet au regroupement et aux organismes de bâtir du sens, puis créer un vrai rapport de force là avec les instances gouvernementales. Et ça s'est traduit par une mobilisation de plus en plus importante tout au long de l'année 2021 autour de la campagne Engagez-vous, avec une mobilisation historique là, à l'hiver 2022. Ça a été une vague rotative de 4 jours d'action de grève et de fermeture avec plus de 1400 organismes là, dans 17 régions du Québec qui se sont mobilisés dans cette action-là. Donc, je pense que c'est là que les actions des regroupements autour de la mobilisation se sont vraiment rebâties, malgré qu'effectivement, ils se sont activés sur toutes sortes là, de thématiques tout au long de l'été 2020 et l'été 2021 aussi. Donc, ma dernière diapo. Merci d'avoir patienté avec moi tout ça. Ce que je voudrais terminer avec les mots diversification et intensification. Vous avez dû sûrement l'entendre répéter tout au long de la présentation. Je pense que c'est vraiment ce qui illustre très bien ce qui s'est passé pour les regroupements pendant la crise de la COVID-19. Une diversification de leurs actions, de leurs modes d'action et une intensification. Par contre, ça a eu un coût humain important. Ça s'est vraiment traduit par un surengagement des équipes dans les regroupements avec une montée là, de différentes difficultés. À la fin de 2021, on a noté c'est 100% des regroupements qui vivent des difficultés en lien avec la charge de travail. 97% qui ont des difficultés avec le sentiment de fatigue et d'épuisement, donc autant dire la totalité, et 51%, donc la moitié, là, qui vivent carrément des problèmes au niveau des enjeux de santé mentale dans leurs équipes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut retenir. Et finalement, pour finir sur une note positive quand même, les regroupements nous ont beaucoup témoigné comment cette crise a permis de vraiment augmenter la reconnaissance de leurs membres par rapport à leur rôle et leur mission et leurs actions. Donc ça, c'était vraiment positif. Puis maintenant, je pense que tout le monde voudrait vraiment que cette reconnaissance aussi se traduise plus à l'externe, de la part des interlocuteurs externes qui souvent comprennent mal le rôle et l'importance des regroupements dans le mouvement et qui en retiennent avec le fait que les regroupements sont des maillons essentiels de l'action communautaire autonome, puis j'espère que je vous l'ai démontré aujourd'hui. Et voilà, je vous invite à visiter notre site web pour télécharger le cahier et télécharger l'infographie. Merci beaucoup.